Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans notre nouvelle visioconférence organisée par CRI Voix des Victimes en partenariat avec l'Institut Kalima, avec FICA Genève, honoré aujourd'hui par la présence de notre cher ami Jean-Baptiste Rivoire, journaliste bien connu, directeur de OFF Investigation FR, pour nous parler sur le sujet de les oligarques et le droit à l'information. Alors, je vous cède la parole. Il y aura après la discussion, après la présentation de notre cher ami, Monsieur Rivoire. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue à notre cher ami référence scientifique Boumediene Bouyahia, notre cher ami Nabil, notre cher ami aussi Maurice Hussein et tout le monde qui nous suit en direct. Alors, soyez le bienvenu, Monsieur Rivoire. C'est un honneur d'être aujourd'hui avec nous. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre considération et l'acceptation de l'invitation. C'est à vous, Monsieur Rivoire. Bonsoir. Donc, vous voulez que je vous parle un peu de l'information en France? C'est à vous de choisir. D'accord. Si c'est trop long, vous m'arrêtez. Le titre a attiré notre attention des oligarques parce que les oligarques, c'est toujours une notion reliée à beaucoup de relations avec le domaine politique, avec la domination économique, politique, mais avec l'information, c'est quelque chose qui a attiré l'attention, surtout en France, parce que vous savez, la France a colonisé et beaucoup de pays pendant des décennies au nom de la civilisation. La France qui essaie toujours de se présenter comme référence en droits de l'homme, etc., je pense qu'il est loin d'ici. Le rouage au niveau de l'incession politique, le rouage au niveau de la domination de l'information est loin de l'apparence. C'est à vous, monsieur. OK. Donc, il y a toujours eu, même dans le passé, en France et dans d'autres pays, une tentation pour des puissances industrielles, des grandes entreprises, de contrôler l'information pour améliorer leur business et pour peser sur la politique. C'était très vrai en France en 1930, 1940, et les grands journaux pendant la Seconde Guerre mondiale ont été beaucoup en faveur. Vous m'entendez? Oui, oui. Les grands journaux pendant la Seconde Guerre mondiale ont été en faveur d'une collaboration avec les Allemands. Et ça a été un traumatisme pour la France, la Seconde Guerre mondiale, parce qu'une partie de la France a collaboré, une partie de la France a résisté, mais la presse a un peu perdu son honneur entre 1939 et 1945. Au moment de la libération, la résistance a décidé qu'il fallait des nouveaux journaux plus indépendants pour ne plus jamais que la presse tombe entre les mains de ce qu'on appelle les puissances d'argent. Et donc, pendant quelques dizaines d'années, les années 50, les années 60, la presse française a essayé d'être un petit peu indépendante des grands actionnaires. Mais le naturel revient au galop. Dans les années 80-90, 7 ou 8 grands industriels ont réussi à remettre la main sur quasiment toutes les grandes marques d'information françaises. Le Figaro, Europe 1, TF1, toutes ces grandes marques sont tombées entre les mains de puissants industriels. Même le journal Le Monde, en 2010, est tombé entre les mains de 2 ou 3 gros actionnaires, aujourd'hui principalement Xavier Niel. Et donc, les mécanismes d'indépendance qui avaient été instaurés au sein de ces journaux ont un peu volé en éclats avec des actionnaires plus ou moins interventionnistes. Par exemple, Vincent Bolloré intervient beaucoup plus que Xavier Niel, mais quand même, toutes ces grandes marques d'information, Canal+, etc., sont maintenant contrôlées par 7 ou 8 milliardaires. Ces milliardaires sont puissants dans le domaine de l'armement, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de la téléphonie. Leur métier, ce n'est pas l'information, mais ils ont pris le contrôle de marques d'information. Pourquoi ? Pas tellement pour gagner de l'argent, parce que l'information ne gagne pas beaucoup d'argent. Par contre, ça permet de peser sur le monde politique et de peser sur les opinions. Si vous voulez continuer à vendre des armes tranquillement, si vous voulez continuer à signer des contrats de bâtiments avec des grandes dictatures à l'étranger, si vous voulez continuer à faire ça, il vaut mieux avoir le soutien du pouvoir français. Et pour avoir le soutien du pouvoir français, il faut contrôler des grandes marques d'information, parce que ces grands milliardaires disent souvent: quand j'étais juste dans le bâtiment ou l'armement, si je veux voir un ministre ou le président, on me fait attendre pendant des mois. Mais si je prends le contrôle d'un grand journal ou d'une télévision, je téléphone à l'Élysée, je vais être reçu dans la semaine. Pourquoi ? Parce que les politiques français ont peur de la presse et de ces grands milliardaires, et donc
ils sont soumis, au fond, à ces Bernard Arnault, Xavier Niel, Patrick Drahi, Vincent Bolloré, Arnaud Lagardère, etc. Et donc, le problème, c'est que les politiques français ont laissé ces milliardaires prendre beaucoup de place dans l'information en France. À peu près 90 à 95% des marques d'information privées, maintenant, sont contrôlées par ces puissants milliardaires. Et donc, ces gens, on l'a beaucoup vu avec Vincent Bolloré, ne cherchent pas l'information et l'information honnête. Ils cherchent à peser sur les affaires, à peser sur la politique, et parfois en faisant de la propagande. Par exemple, dans toute la campagne présidentielle en France de 2022, Vincent Bolloré a poussé très fort un candidat islamophobe, Éric Zemmour, et il a poussé l'extrême droite parce qu'il est un catholique intégriste pratiquant, Vincent Bolloré, et il veut vraiment que le monde politique français tourne à droite. Donc, voilà, ces gens pèsent très fortement et ils utilisent pour ça l'information, ce qui est un problème. Je vous laisse, si vous me dites, Maurice, tous les autres. Oui, merci infiniment, docteur Dari, merci infiniment, cher monsieur Rivoire, de nous donner l'occasion aussi de converser avec vous sur cette problématique qui est profonde, et vous connaissez un petit peu les tenants et les aboutissants par votre longue carrière en tant qu'enquêteur, journaliste, rédacteur aussi, et véritablement un enquêteur. Votre ouvrage qui est très intéressant parce que vous revenez de manière beaucoup plus profonde et pertinente sur cette problématique de l'oligarchie en France et des médias que vous venez de citer, en tout cas à la tête de ces médias que vous venez de citer, de personnes qui se comptent sur les doigts. Comment voyez-vous, monsieur Rivoire, l'esquisse aussi du rapport juridique par rapport à cela, et notamment par le biais de ce qu'on a connu récemment en France dans la période électorale des présidentielles de 2022? Quand vous parlez de juridique, vous parlez de quoi? Est-ce que tout ça est légal? Voilà, est-ce que cela est légal sur le plan journalistique? Les médias ont ce pouvoir incontestablement, mais que dit les plus hautes instances, peut-être jusqu'à la Constitution par rapport à cela? Ou est-ce qu'on est toujours à la botte de ce pouvoir incontrôlable des médias, au point où les affaires ressortent souvent après les grandes périodes électorales, et puis la mise en index, si vous voulez, de ces grands pouvoirs médiatiques n'est jamais mise sur la table? J'aimerais bien ajouter quelque chose, si vous me dites, dans le même sens. Toujours la diplomatie française axe parfois des critiques. Par exemple, on critique l'absence de liberté en Iran, on critique l'absence de liberté d'expression en Tunisie. Surtout, il y a une concentration politique, instrumentalisation de critiques diplomatiques. J'aimerais savoir, M. Rivoire, maintenant avec la déviation morale et éthique au niveau de la manipulation de l'information en France, ils sont où les autorités de régularisation de l'amitié? Ils sont où? Il y a une absence des syndicats, des observatoires, etc. Absence totale. Alors, il faut savoir que chaque pays porte atteinte à la liberté de l'information à sa façon. La Tunisie de Ben Ali le faisait, l'Iran le fait certainement, la Russie de Poutine le fait, plein de pays portent atteinte à l'information. Mais chaque pays a son discours officiel. Par exemple, la France va nous dire qu'elle a des lois, des règles, un parlement, une démocratie, etc. Donc tout ça, sur le papier, on est d'accord. Moi, ce que j'ai découvert dans ce qui s'est passé notamment à Canal+, c'est qu'en fait, les lois qui régissent l'information en France, à l'époque c'était la loi de 1986 par exemple, elle dit qu'un actionnaire ne peut pas, pour défendre ses intérêts de businessman, aller censurer l'information. Ça veut dire par exemple, si Vincent Bolloré veut faire des contrats en Afrique avec des dictateurs africains pour faire du business en Afrique, il faut savoir que la partie Afrique de son empire fut longtemps celle qui lui ramenait le plus d'argent. Et c'est grâce à l'argent qu'il gagnait sur l'Afrique qu'il investissait dans des médias en France. Les médias en France ne lui rapportaient pas beaucoup d'argent. Par contre, la logistique et le transport et les ports en Afrique lui rapportaient beaucoup d'argent. Donc, en fait, il allait gagner de l'argent en Afrique pour contrôler les opinions en France. Mais surtout, quand il a pris le contrôle de Canal+, ce qu'on a vu, c'est qu'en tant qu'actionnaire, un jour, il a dit, enfin, la direction qu'il a nommée nous a dit, vous ne pouvez pas faire un reportage sur les manifestants au Togo qui protestent contre le dictateur du Togo,
parce que ça dérange, et donc ça a été déprogrammé. Et quand on a un petit peu regardé ce qui se passait, on s'est aperçu qu'en fait, l'actionnaire du groupe Canal+, Vincent Bolloré, voulait signer des contrats avec le dictateur du Togo, et donc, c'est pour ça que ce reportage qui montrait qu'il y avait des manifestations dérangeait. Et quelques mois plus tard, la direction nommée par Vincent Bolloré a fait réaliser un publi-reportage pour le chef d'État togolais pour dire qu'il était formidable. Donc là, on est exactement dans ce que la loi, en principe, interdit, un actionnaire qui va utiliser ses médias pour faire de la propagande, pour faire du business. Qu'il veuille faire du business, dans un monde de business, comme dans tous les pays, il y a du business, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il peut pas, normalement, il ne doit pas utiliser l'information pour manipuler les foules et faire du business. Et ça, c'est interdit par la loi en France. Mais ce qui s'est passé d'incroyable en 2015, 2016, 2017 en France, c'est qu'il a fait ça et qu'il ne s'est à peu près rien passé. Et moi, j'étais à l'époque dans Canal+, on a appelé le président de la République française, François Hollande, et ses conseillers, il n'a pas bougé. Il avait un très bon conseiller à l'Élysée qui était le meilleur ami de Vincent Bolloré. On a prévenu le CSA, qui est une instance de régulation de la télévision en France, pour dire il n'a pas le droit de faire ça, qu'est-ce que vous faites? Et le CSA a mis 6 mois à répondre. Il a fait une toute petite sanction. Donc, en fait, les lois et les principes en France, parfois, existent sur le papier, mais dans la réalité, ces lois ne sont pas appliquées. C'est pour ça que ça ne sert à rien de dire est-ce que la loi doit être un petit peu plus sévère ou un petit peu moins sévère. Si la loi n'est pas appliquée, ça ne sert à rien. Or, dans son esprit aujourd'hui, la loi qui est censée protéger l'indépendance de la formation en France ne fonctionne pas du tout. Je vous prends un autre exemple. Les gens de l'audiovisuel public, en France, il y a un audiovisuel public qui est important. C'est Radio France, c'est France Télévisions, c'est Arte, c'est France 2, c'est France 3, c'est France 5, etc. Normalement, ces gens disent « nous sommes indépendants ». Mais indépendants de quoi? Parce qu'en fait, ils sont financés par des financements publics qu'on appelle la redevance, que l'État prend dans la poche des citoyens. 25 millions de foyers en France payent 138 € par an. Donc, ça fait beaucoup de milliards d'euros qui vont financer l'audiovisuel public. Mais si l'État, demain, décide de réduire ce financement, de supprimer la redevance, l'État a un énorme pouvoir de pression sur l'audiovisuel public. Et aussi, le gouvernement en France participe à la nomination des patrons de l'audiovisuel public. Donc en fait, l'audiovisuel public est extrêmement dépendant du gouvernement et du pouvoir politique, donc il n'y a pas du tout d'indépendance, contrairement à ce qu'ils disent. Et le privé dépend de 5 ou 6 milliardaires qui, pour la plupart d'entre eux, soutiennent le président Macron. Donc, dans ces conditions, un journaliste en France qui voudrait éventuellement soit questionner la puissance de ces grands milliardaires, soit questionner la politique de la France, que ce soit au Mali, au Tchad ou ailleurs, qui voudrait déranger ce gouvernement, en fait, se heurterait au système médiatique, que ce soit de l'audiovisuel public ou que ce soit des privés. Et donc, c'est très compliqué, une démocratie dans laquelle il n'y a pas véritablement d'indépendance de l'information et où 90 ou 95% des grands médias sont sous le contrôle soit du gouvernement, soit des milliardaires qui soutiennent le gouvernement. Donc, ce n'est pas une démocratie qui marche bien, c'est une démocratie malade. Que pensez-vous, M. Rivoire, par rapport aux propositions de quelques candidats, notamment de la gauche, Mélenchon à titre d'exemple, par rapport à son projet, en tout cas son projet électoraliste à la présidentielle, si jamais il accédait au pouvoir, de nationaliser cette privatisation oligarchique des médias puissants en France? Est-ce que, selon vous, c'est une solution pour pouvoir endiguer ces pouvoirs extrêmes et incontrôlables entre les mains de gens qui se comptent sur les doigts, ou est-ce que vous pensez que plutôt il faudrait faire triompher davantage et davantage l'application de la loi, et notamment la liberté de la presse, la défense du droit de l'information, etc. Alors, prendre les grandes marques d'information françaises qui sont privées, hein, et les nationaliser, c'est-à-dire les mettre sous le contrôle de l'État, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne solution, parce que l'État, aujourd'hui, c'est Macron, demain, ça peut être Marine Le Pen, après-demain, ça peut être je ne sais pas qui. Donc, si l'État contrôle les médias, ce n'est pas bon pour l'indépendance de l'information. Par contre, ce que peut faire un gouvernement en France, il peut décider, par exemple, qu'un grand milliardaire peut posséder 5%, 10% des médias, peut-être 15%, mais sûrement pas 40 ou 50%. Donc déjà, on peut limiter la concentration des médias pour que Martin Bouygues, qui fait du bâtiment dans le monde entier, Martin Bouygues, par exemple, un jour, il avait obtenu que TF1 fasse un reportage sur une mosquée au Maroc parce que le groupe Bouygues construisait la mosquée. Ou alors, un jour, il voulait signer des contrats avec un dictateur d'un pays proche de la Russie. Et il avait organisé un faux journal télévisé de 20 heures de TF1 où il invitait le dictateur, je crois que c'était le Turkménistan, je ne me souviens plus, avec tous les dirigeants du groupe TF1 pour lui faire croire qu'on allait faire un journal télévisé autour de lui pour qu'il signe des contrats dans ce pays qui marche à la botte.
Donc, si vous voulez, ces gens utilisent l'information de manière malhonnête, et donc il faut au minimum leur dire tu ne peux pas posséder plus que 5 ou 10% des marques d'information en France. Mais je pense que la vraie solution ne passera pas par là. Je pense que la vraie solution, c'est que les citoyens voient bien que ces milliardaires prennent le contrôle de l'information, au fond, beaucoup d'entre eux, pour faire de la propagande. C'est un peu caricatural, c'est plus subtil que ça. Par exemple, Xavier Niel intervient moins dans le journal Le Monde, Martin Bouygues laisse quand même TF1 faire un peu de reportage, mais fondamentalement, ces grands médias ne pourront pas toucher à certains intérêts vitaux des entreprises qui les contrôlent. Le bâtiment, la diplomatie, ne pas toucher à certains régimes. Il faut vendre l'avion Rafale à l'Égypte, donc on ne va pas critiquer le régime égyptien, même s'il torture ses opposants. Vous voyez, tout est comme ça. Donc c'est très malsain. Et donc moi, je pense que la vraie révolution viendra du fait que les citoyens voient bien que quelque part, ces grands médias défendent des intérêts qui ne sont pas les intérêts des citoyens, et que donc, si un citoyen veut être informé, il n'y a pas d'autre solution que de payer une information honnête. C'est-à-dire ni qui est contrôlé par des grands industriels, ni qui dépend trop de l'État. Si l'État français fait des bêtises, si l'État français dysfonctionne, c'est important de pouvoir le dire. Et pour ça, il ne faut pas dépendre du gouvernement ni des grands milliardaires. Alors, il y a beaucoup de citoyens en France qui commencent à comprendre, et toutes les levées de fonds pour des médias indépendants depuis 10 ans ont très bien fonctionné. Je vous prends 2-3 exemples connus, mais par exemple, un journal qui ne dépend pas des annonceurs publicitaires et pas trop du gouvernement, qui est Le Canard enchaîné, vit sur ses lecteurs, il est riche, ce journal, même si pour l'instant il est plutôt macroniste, mais en tout cas il est riche. Mediapart est arrivé à 250 000 abonnés, il n'y a pas de publicité, peu d'influence de l'État, donc ils sont assez indépendants. Et tous les grands médias indépendants ont levé des fonds, je pense aux médias, je pense à Blast, et nous, on essaye de faire ça avec Off Investigation. Donc les Français sont tellement en colère, les gens en ont tellement marre, ils ont pris en grippe les journalistes parce que le problème, les gens ne détestent pas les journalistes, ils ne détestent pas forcément Tristan Valex ou Isis Lucet ou des gens qui font du vrai travail d'enquête, mais ils ne supportent plus les journalistes instrumentalisés qui font de la propagande toute la journée à l'antenne. Voilà, donc moi j'attends que les journalistes français puissent faire leur travail de contre-pouvoir comme dans tous les pays, il faut le faire. Moi j'ai participé à des reportages pour critiquer des situations extrêmes en Russie, en Irak, en Algérie, ailleurs. Mais là, en France aussi, il y a des problèmes. En France aussi, il faut le dire, et les journalistes français ne sont pas très libres. Ils sont un peu domestiqués. C'est comme si souvent, ils avaient un peu une laisse autour du cou en ce moment. Monsieur Rivoire, comment vous expliquez, d'abord, permettez-moi de souhaiter le bienvenue à notre cher ami Nabil Debèche sur l'Algérie. Comment vous expliquez aussi le double discours, l'hypocrisie médiatique, hein? Par exemple, on concentre sur la Russie, on oublie la situation avant la guerre en Ukraine, la violation des droits de l'homme, la corruption de Zelensky et tout. On concentre sur les crimes soi-disant commis par la Russie. On oublie les crimes commis par Mohammed Ben Salman en Yémen, les Saoudiens, parce que les Saoudiens et les Qatariens, ils ont pu acheter des dividendes d'influence. On oublie que Mohammed Ben Salman a liquidé Jamal Khashoggi et liquide chaque jour 100 enfants yéménites et tout. Comment vous expliquez ça, ce double discours, comment vous expliquez ça? Alors, il y a une petite raison qui peut expliquer les choses. En fait, les grands médias qui parlent à des millions de Français, les millions de Français, ils ne sont pas forcément très bien informés, ils travaillent, ils ont pas forcément une culture internationale très forte, donc ils ne comprennent pas forcément. Donc, les grands médias ont tendance toujours à simplifier. Dans l'affaire du conflit russo-ukrainien, par exemple, je trouve ça très marqué dans les journaux de 20 heures en France que, évidemment, les Russes sont les méchants, les Ukrainiens sont les gentils. Alors, moi, je vois quand même Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine de manière militaire avec des chars. Moi, je ne suis pas favorable à ce type de politique. Je pense que quand on met les chars comme en 1945 au cœur de l'Europe, ça va faire un bazar incommensurable. Après, voilà, peut-être aussi que l'extension de l'OTAN vers l'Est a dérangé les Russes, peut-être que les Russes souhaiteraient que l'influence américaine ne vienne pas jusqu'à leur porte. Enfin, tout ça, c'est possible aussi. Il faut comprendre les choses plutôt que de juger. Mais plus fondamentalement, sur ce que vous disiez, c'est typiquement le problème, c'est-à-dire que quand vous avez 90% des grands médias contrôlés par des milliardaires qui ont besoin de Macron pour faire du business, ou directement par le gouvernement quand il s'agit de l'audiovisuel public, eh bien, par exemple, vous avez des médias très mous quand Mohamed Ben Salman, par exemple, soit mène une coalition qui met la population civile du Yémen à genoux, soit assassine Jamal Khashoggi dans le consulat d'Arabie Saoudite
à Istanbul. Cette affaire d'un journaliste découpé en morceaux à la scie à os, moi, me choque profondément. Ça me révulse. Voilà. Et je ne comprends même pas que Macron ait pu continuer à vendre des armes aux Saoudiens dans ces conditions, faire semblant qu'il ne voyait pas le rapport, quand après l'assassinat de Jamal Khashoggi, des journalistes lui ont demandé si c'était légitime de continuer à vendre des armes. Enfin, des journalistes, peut-être un ou deux journalistes français lui ont demandé, très peu. Il a fait semblant qu'il ne voyait pas le rapport. Et le problème, c'est que ça ne devrait pas être possible, ça devrait faire un énorme scandale. Par exemple, bon, les armes françaises déployées au Yémen. Pendant 2 à 3 ans, les dirigeants français, sous Emmanuel Macron, mais également sa ministre de la Défense, Laurence Parly, ont affirmé que les armes françaises ne servaient pas, n'étaient pas impliquées dans le conflit yéménite alors qu'elles avaient été vendues aux Saoudiens. Donc pendant 3 ans, on nous dit les Saoudiens achètent des armes, mais ce n'est pas pour s'en servir. Donc les armes, ça sert à, je sais pas, c'est des fourchettes pour faire la cuisine, c'est quoi les armes? Donc, Oui. vous voyez? Donc ça, c'est inacceptable. Et un jour, une journaliste, Valentine Auberti, découvre un document secret français qui montre que le ministère de la Défense sait très bien quelles armes on a vendues, c'est normal, et il sait aussi comment ces armes à peu près sont utilisées à la frontière, et comment les canons français menacent les civils, et comment les chars sont vendus sur place et interviennent dans le conflit yéménite. Et donc, c'est la démonstration que le gouvernement ment depuis 3 ans sur les plateaux des médias en France. Le gouvernement, Macron, Parly, viennent mentir en disant non, non, nous ne sommes pas impliqués dans ce conflit. Elle a un document qui démontre que les Français savent pertinemment que leurs armes sont impliquées. Qu'est-ce qui se passe? La journaliste qui découvre ce document travaille pour une filiale de TF1. La filiale de TF1 censure ce sujet. C'était dans l'émission Quotidien en 2018. Le reportage ne passera jamais. Et ça va finir par fuiter dans le média indépendant Disclose 6 mois plus tard. Donc tout ça pour dire que c'est terrible, ces grands médias qui contrôlent l'info, parce qu'il ne faut jamais trop déranger. Et donc, on en arrive à des situations où, par exemple, des scandales absolus, comme le fait de vendre des armes aux Saoudiens pour aller affamer les Yéménites, en plus avec l'affaire Jamal Khashoggi, eh bien, vont être pas passés sous silence, mais voilà. Une des personnes, par exemple, qui faisait la communication de Jean Castex, le Premier ministre français, ces derniers temps, cette personne a commencé par se faire remarquer quelques mois auparavant en faisant la campagne pour réhabiliter Ben Salman en France, en faisant la promotion du rallye Paris-Dakar en Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'elle venait expliquer que c'était bien l'Arabie Saoudite pour faire le rallye. Bon, quelques mois plus tard, elle fait la communication du Premier ministre. Donc, tous ces gens défendent finalement les intérêts des puissants. Et ça, ce n'est pas l'intérêt de l'information. Et donc, la France va très mal en termes d'information, à mon avis. Il y a Maurice et Frédéric, aussi Nabil, si quelqu'un souhaite. C'est Nabil, oui. Bonjour tout le monde. Oui, bonsoir. Bonjour. Bon, par où commencer? Je commence par un petit constat. À mon avis, les médias n'ont jamais été autonomes et les médias activent selon les rapports de force de chaque société. Ils sont en faveur pour le pouvoir ou pour les milliardaires, mais jamais pour les causes justes. Nous avons plusieurs exemples. Par exemple, la guerre en Syrie, la guerre en Irak, la guerre au Yémen, la guerre en Libye. Est-ce que les médias ont dit la vérité? Ça n'a jamais été le cas. Ils étaient pour ceux qui financent beaucoup et qui donnent beaucoup de l'argent. Mais ils ne disent pas la réalité du terrain. C'est-à-dire, à mon avis, un simple citoyen ne doit pas s'attendre à voir la vérité, à écouter la vérité à travers les chaînes télévisées ou les journaux. Mais il doit faire un petit effort et chercher, fouiller dans tous ces outils, les médias, les journaux, pour peut-être avoir une idée claire sur ce qui se passe sur le terrain. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je suis clair. Et vous savez, je crois que l'information est un combat. Je ne dirais pas une guerre, mais un combat. Et je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas comment vous avez traversé ce qu'on appelle la période 88-2000 en Algérie, mais moi, j'avais fait un petit peu quelques enquêtes à ce moment-là, dans ce qu'on a appelé la sale guerre. Bon. Vous savez ce qui s'est passé en Algérie dans cette période. Le pouvoir militaire était contesté par une partie de la population qui a voté pour le Front islamique du salut en 92, etc. Pendant 10 ans en France, on était quelques-uns à se battre pour essayer juste de comprendre ce qui se passait en Algérie et d'attribuer aux bonnes personnes les responsabilités des crimes. Ce n'est pas quelque chose d'évident quand on a une guerre comme ça. C'est comme en Ukraine. Vous pouvez avoir des violences des deux côtés. Il faut faire le tri. Et dans l'affaire algérienne,
moi, j'ai fait partie des quelques personnes qui ont cherché à enquêter. Quand vous cherchez à enquêter sur l'Algérie à l'époque, très rapidement, on vous interdit de rentrer. Moi, j'ai été interdit de séjour depuis 1996. Après un reportage sur place, je voulais qu'on aille voir des gens, etc. Bon, interdit. Mais vous aviez la majorité des journalistes français qui partaient en Algérie avec une autorisation officielle, qui ensuite parfois étaient escortés sur place par les services, qui étaient pris en main. Des fois, on leur présentait des témoins. Bon, donc ça, c'est classique, c'est de la propagande. Mais le travail du journaliste, c'est d'enquêter, de faire de l'investigation et de se méfier. Eh ben, pendant 10 ans, il a fallu se battre pour dire qu'il y a dans cette sale guerre de la violence côté insurgé islamiste, bien sûr, mais aussi côté service secret algérien, côté sécurité militaire. Bon. Et c'était incroyable de se battre à ce point contre les confrères qui, dans les grands journaux, dans les grands médias, par exemple, une grande chaîne de télévision en France, si elle veut avoir un envoyé spécial à Alger, eh bien, quand il va être sur place, s'il dit quelques moments de vérité, Alger va couper le faisceau, vous ne pouvez plus parler. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'envoyé spécial? Il a envie de pouvoir continuer à y aller. Donc, il va mettre un peu de l'eau dans son vin et il va finir par être souple et à dire on ne sait pas très bien, peut-être c'est si, bon, et puis des fois, bon. Donc, ça, c'est inacceptable. Comment dire? Ça a été terrible cette période et tout est comme ça. Et donc, c'est un combat. Et dès que vous tombez sur des injustices, il faut vous battre. Et vous vous battez contre des chars, vous vous battez contre des régimes, vous vous battez contre des grands médias, vous vous battez contre des gouvernements. Mais c'est ça la vérité. Le problème, c'est que dans ce métier, voilà, il y a beaucoup de gens qui font ce métier un peu confortablement et qui n'ont pas tellement envie de se battre. Mais la vérité, c'est que c'est un combat. Sinon, vous êtes dans la propagande. Parce que les grandes puissances, que ce soit les gouvernements ou les entreprises, ils ont beaucoup d'argent pour vous envoyer des communiqués, de la propagande. Et si vous n'avez pas envie de travailler, vous reprenez ce qu'ils vous disent. Et là, vous êtes un relais de la propagande. Donc, pour ne pas être un relais de la propagande, il faut travailler. Mais quand je dis ça, ce n'est pas facile. Pour revenir au problème de l'Algérie, par exemple, les autorités algériennes ne laissaient rentrer que les journalistes qui ne les dérangeaient pas. Si vous étiez critique, vous ne pouviez pas rentrer. Donc, c'est difficile de faire son travail quand on ne peut pas rentrer. Moi, à partir de 1996, je ne peux plus rentrer. Qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il y a des gens qui sortent d'Algérie, soit des gens qui ont participé au maquis, soit des gens qui étaient dans les services secrets, dans l'armée, etc. Et souvent, ils sortent écœurés parce qu'ils ont participé à des violences terribles. Je pense notamment au jeune lieutenant Habib Souadia, qui a dû brûler des cadavres après les avoir torturés, etc. Bon, il sort, il est dégoûté, il arrive en France désespéré, il a vu des horreurs, il a 21 ans ou 22 ans à l'époque. Il se dit, je vais tout raconter la vérité en France, qui est une démocratie, et je vais être sauvé, et même la situation va changer en Algérie. Il arrive à Paris, il essaye de parler à des journalistes français, pratiquement personne ne l'écoute. Il y a un journaliste du Monde qui l'écoute un petit peu, François Gèze pour La Découverte, qui va l'aider à faire un livre. Moi, je fais une petite interview pour Canal+, mais c'est tout. En fait, il raconte la vérité de ce qui se passe dans cette sale guerre, personne ne veut l'entendre. Pendant 6 mois, Habib Souadia, il a dormi sous les ponts à Paris comme un clochard. Il n'avait pas d'argent. Un jour, Mohamed Sifawi, le journaliste, le contacte et lui dit « Viens, on va rencontrer un policier de la DST ». Donc, il va lui présenter un gars de la DST dans un café et le policier français de la DST propose à Habib Souadia un appartement. On va te donner un appartement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire on va t'acheter. Donc, c'est très difficile pour quelqu'un qui sort d'une situation injuste de dire la vérité, notamment en France, quand il s'agit de l'Algérie ou des anciennes colonies, c'est très compliqué. Et donc, Habib a résisté, il a fini par faire son livre qui a fait 100 000 exemplaires, La Sale Guerre, en 2001. Mais voilà, c'est pour dire que ça a été très, très difficile de faire sortir des morceaux de vérité sur ce conflit-là. Et il y a eu on était 4, 5, 6, 7 journalistes à se battre pour essayer d'avancer sur cette vérité. Et moi, j'ai vécu pendant des années voilà, la souffrance d'avoir une énorme majorité de la profession qui répétait les communiqués du Quai d'Orsay ou d'Alger. C'est une bagarre. Absolument. Merci beaucoup, M. Riva. Alors, peut-être, je vois que Nabil et puis Maurice qui souhaitent interagir avec vous. Très bien. Bonsoir à vous. M'entendez-vous? Très bien. Oui, bonsoir. Bien, merci pour votre intervention et donc ça m'a inspiré en fait une question parce qu'aujourd'hui là nous parlons des médias manipulés par des milliardaires français, mais on a aussi conscience qu'aujourd'hui une grande partie de la population, plutôt la jeunesse, et de plus en plus une partie des personnes de plus en plus âgées vont chercher leur information ailleurs justement que dans ces médias dont aujourd'hui on a conscience qu'il y a justement un biais qui est justement généré par ces milliardaires. Sauf que aujourd'hui, les nouveaux médiums d'information sont Google via YouTube, Facebook avec Meta, et donc c'est une personne, un milliardaire, c'est Twitter. Bientôt, Elon Musk peut-être aura Twitter,
un Américain, c'est TikTok, des Chinois, et eux ont aussi leur vision des choses de la censure, de choses qui sont à dire et ne pas à dire, et via des médias, via des pressions pardon, on va dire indirectes ou directes des gouvernements dont ils dépendent, donc les Américains pour ce que j'ai cité et Chinois pour le reste, pourraient aussi introduire des biais dans les informations qu'elles distillent ou qu'elles censurent. Et de plus, il y a les influenceurs qui eux aussi sont dans le privé, qui peuvent aussi être sponsorisés, qui peuvent introduire justement encore des biais dans l'interprétation des choses. Et comme il y a une internationalisation et qu'il y a de moins en moins de légitimité, on va dire, dans le média français, eh bien, il y a aussi ces risques de justement d'avoir des biais dans la compréhension. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit être pris en compte dans l'équation quand on parle aussi de la manipulation des médias via des oligarques qui ne sont plus que français et qui ont une importance. On l'a vu, hein, même dans les élections américaines, par des hackers russes, et même en France, on a su aussi qu'il y a eu des manipulations via des puissances étrangères. Voilà, c'est mon analyse et je souhaitais savoir ce que vous en pensiez. Merci. Je vais vous répondre sur deux choses. Un, les GAFAM ne sont pas parfaits, je vais vous en dire un mot. Et deux, la France a joué avec le feu. Je vais vous expliquer pourquoi. Les GAFAM ne sont pas parfaits, c'est simple. Par exemple, nous, on contourne le système médiatique français. On a voulu proposer une série, par exemple, Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée, donc un regard critique sur le premier bilan, sur le premier quinquennat Macron. On l'a proposé à toutes les chaînes de télé, parce que nous, on est polis, on dit bonjour monsieur, on vous propose un projet, etc. Pour essayer. Bon, toutes les chaînes françaises ont dit non. Et donc, on s'est retourné vers le peuple pour dire est-ce que vous voulez financer ce projet indépendant parce que le système verrouille et empêche ce travail. Les gens nous ont versé 235 000 €, on a pu faire ce travail en 8 documentaires. Mais donc, on contourne ce système. C'est-à-dire qu'en fait, on savait que le système était verrouillé, mais on voulait le montrer publiquement. On a fait une affiche, on a mis toutes les réponses des chaînes, on les a outées, on les a publiées, on se moque d'eux. C'est-à-dire qu'on leur dit vous êtes des censeurs et nous, on va faire le travail quand même. Mais quand on va contourner les chaînes françaises, qu'est-ce qu'on fait? On dépend de YouTube. YouTube, qu'est-ce qu'ils font? Quand on fait les Gilets jaunes, le maintien du chaos, une enquête de Yanis Mamdi sur la stratégie de maintien de l'ordre par Macron pendant la révolte des Gilets jaunes, on dit toujours la crise, mais ce n'est pas une crise, c'est une révolte. Eh bien, YouTube, on a flouté certaines scènes où il y avait des blessés. Je rappelle qu'à la même époque, il y avait le Hirak en Algérie, qui a duré presque un an. Il y a eu jusqu'à 13 millions d'Algériens dans la rue. Et autant le régime algérien peut être très brutal, autant sur le Hirak, je ne sais pas, il y a dû y avoir des consignes. Ils n'ont pas tiré dans la foule. Il y a eu très peu de victimes pendant tous ces mois de manifestation. En France, il y avait peut-être 20 fois moins de citoyens dans la rue et 40 fois moins proportionnellement. Il y avait 200-300 000 gilets jaunes, pas 13 millions. Et il y a eu 4 500 blessés en presque 9 mois. Donc, tout ça pour dire quoi? Qu'il y a eu une très grande violence de répression contre cette révolte en France, d'accord? Avec des policiers qui tirent dans les gens, qui tirent dans les yeux. Bon. Le simple fait de montrer ça, par exemple, YouTube nous a décidé un shadow ban, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué la diffusion de cet épisode à 70 000 vues, ils l'ont tué, parce qu'ils ont cessé de le recommander à la communauté YouTube. Et donc, l'épisode de Yanis Mamdi s'est arrêté quasiment à 70 000 vues, et pourtant, on avait flouté les blessés. Bon. Donc, ça veut dire, on ne sait pas qui nous a signalé, un syndicat de policiers, les macronistes, on ne sait pas, mais le film a été arrêté, et nos confrères du média l'ont repris pour essayer de lui donner une deuxième vie. Mais c'est pour vous dire qu'on a eu même peur à ce moment-là que, y compris des enquêtes sur Macron, soient bloquées par YouTube. Après tout, Macron est très ami avec les GAFAM, il les a invités à Versailles, etc. On ne sait pas sur quels critères ils vont censurer une enquête. Donc, on dépend des Américains. Ce n'est pas très satisfaisant. Donc, c'est un problème. Mais quand même, ces réseaux sociaux, pour l'instant, nous permettent de contourner la censure assez bien. Par exemple, quand on fait le patrimoine de Macron, on fait 1 500 000 vues sur YouTube. Ça veut dire qu'il y a 1 500 000 personnes en France qui ont pu regarder cette enquête sur le patrimoine de Macron que la télévision n'aurait jamais accepté. Donc, c'est quand même mieux que le système. Mais il y a des limites. Après, pourquoi la France joue avec le feu? Vous dites qu'il y a de plus en plus de gens qui s'informent ailleurs que dans les grands médias, qui vont aller sur Internet, qui vont tomber dans des sites complotistes, qui peuvent tomber sur des escrocs intellectuels. Je veux dire, tu peux avoir des propagandistes en dehors des grands médias, il n'y a pas que les milliardaires. Hein. Tu peux avoir un fou furieux qui va prendre la parole sur les réseaux sociaux, qui va chauffer à blanc les uns contre les autres, provoquer des guerres, etc. Donc, c'est très dangereux. Mais ces grandes marques d'information françaises, qui sont censées normalement être crédibles, si elles sont crédibles, il n'y a pas besoin d'aller écouter des fous sur Internet. Pourquoi les gens se détournent de ces grands médias? Pourquoi ils vont sur le web et pourquoi parfois ils tombent entre les mains de malades mentaux?
parce que ces marques se sont mises au service d'une propagande industrielle, milliardaire, politique. Et ça, c'est pour ça que c'est très dangereux. Ce que le pouvoir politique français a laissé faire depuis 20 ans, c'est-à-dire laisser ces milliardaires prendre une telle place, ne pas respecter l'honnêteté de l'information, virer des journalistes pour leur faire peur, tordre la ligne éditoriale. Moi, j'ai vu à Canal+ comment c'est passé d'une chaîne de gauche à une chaîne d'extrême droite. C'est terrible ce qu'ils ont fait. Ils mettent en tête de gondole sur CNews un type qui est condamné 3 fois pour incitation à la haine raciale. Bon, bah, c'est pas anodin de faire ça. Pourquoi le pouvoir politique laisse faire des choses comme ça? On pourrait décider qu'on met des journalistes, pas des gens qui sont pour la haine. Ils poussent à la guerre civile. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas Radio Mille Collines en France. Bon. Donc, de laisser faire ça, ils ont laissé ces marques s'abîmer, être utilisées, TF1 depuis des années, etc. Je rappelle qu'à l'époque où TF1 voulait absolument faire passer Nicolas Sarkozy en France, ils n'arrêtaient pas de dire que les jeunes des quartiers dans les banlieues, c'était tous des voyous et il n'y avait rien de bon. Donc, à force de laisser faire ça, une partie de la population s'est détournée de ces grandes marques d'information et donc, elle va dans les dangers d'Internet. Donc, c'est extrêmement dangereux. Mais moi, je dis aussi au système, si vous ne vouliez pas que ça se passe, il fallait garder de la déontologie, de l'éthique, de l'honnêteté dans l'information. Si vous enlevez l'honnêteté de l'information, les gens n'y croient plus. C'est pour ça qu'il faut absolument des marques d'information crédibles, honnêtes, avec des règles strictes. Par exemple, s'il y a un conflit très grave dans lequel la France est impliquée par ses armes, on ne peut pas se cacher parce que c'est la France. Quand il y a les Tchadiens ou les Maliens qui sont exaspérés contre l'armée française, France 24 ne devrait pas normalement occulter les crimes de l'armée française en Afrique. Sauf que France 24, c'est Télé Chirac, c'est financé par les fonds publics français. Comment voulez-vous que les journalistes de France 24 fassent un travail sérieux? S'ils vexent le gouvernement français, ils ne vont plus pouvoir travailler. Donc, il y a un énorme problème la presse n'est pas du tout indépendante et c'est terrible, quoi. Malheureusement, Maurice, à toi la parole peut-être pour réagir avec M. Rivard. Oui, c'est difficile de réagir. Ça fait que renforcer mes propres conclusions et mes analyses. Et je crois que c'est plus qu'un fléau français. Ça a déjà été mentionné, mais il y a exactement le même problème, certainement aux États-Unis, que je suis d'un peu plus près. Tous les grands médias, c'est une bouchée d'oligarques qui les détiennent. Par exemple, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui détient le Washington Post, et c'est avec exactement les mêmes conséquences que au lieu que les médias informent d'une manière crédible et jouent un rôle qui est très important pour une démocratie, pour qu'elle fonctionne correctement, c'est-à-dire informer le peuple, y compris des agissements de l'État et des élites. Ils sont devenus un champ d'écho des politiciens. Donc, ils font que renforcer la direction que veut prendre que l'État. Et c'est vraiment très, 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 très inquiétant. Et je ne pense pas que ça date d'aujourd'hui parce que il y a un discours assez célèbre de Kennedy, donc déjà à son époque. Et vous pouvez le retrouver sur YouTube, pour l'instant il y a encore, où justement c'était devant une conférence de journalistes où il les appelait à jouer leur rôle. Et il indiquait qu'il y avait au sein du gouvernement des gens qui ne sont pas élus, qui contrôlent énormément de choses et qui prennent des décisions, et qu'il demandait de l'aide aux journalistes pour combattre ce fléau. Il a été assassiné peu de temps après. Et il y a aussi le cas de Julian Assange, qui n'est souvent pas mentionné. Donc voilà quelqu'un qui a mis à nu ce que fait les États-Unis en particulier, et regardez comment la conséquence et comment il a été traité. Donc je suis entièrement d'accord que c'est pas facile pour les journalistes. Dès qu'on a un avis critique ou qu'on challenge les élites et les gens au pouvoir, ça ferme les portes. Si on travaille dans le bon sens, ça ouvre les portes. Il y a plein d'exemples, je les ai mentionnés lors d'interventions précédentes de Chris Hedges et d'autres. Il y a aussi l'exemple du Swiss Press Club, pour lequel je suis personnellement témoin,
qu'ils avaient organisé sur les casques blancs en Syrie. Donc, c'était un documentaire, quelque chose qui avait été exposé par les médias russes, par la chaîne RT. Et il y avait Vanessa Beeley, pour ceux qui la connaissent, qui est une journaliste indépendante anglaise. Il y avait aussi un journaliste du Monde. D'ailleurs, vous pouvez retrouver aussi tout cet événement qui est enregistré, qui est encore sur YouTube. Mais là, c'était les Reporters sans frontières qui avaient essayé de bloquer cette conférence de journalistes indépendants qui viennent donner leur récit, leur rapport sur des événements dont ils sont témoins et des événements qu'ils ont eux-mêmes investigués. Ils sont arrivés à des conclusions qui sont propres à eux. Donc, on se demande, Reporters sans frontières, qui est censé promouvoir les journalistes et la liberté d'expression, pourquoi ils essayent de bloquer une telle conférence. Et je peux continuer comme ça, mais pour venir au fait que, pour revenir sur les médias sociaux, malheureusement, je suis contraint de dire que pour moi, tous les médias et tous les journalistes en qui j'ai confiance et qui gardent une certaine crédibilité, il n'y en a aucun qui sont dans les grandes rédactions. Une bonne partie ont été virés du New York Times, par exemple, comme Chris Hedges. Et maintenant, ils essayent de se débrouiller sur YouTube, où ils souffrent aussi beaucoup parce qu'il y a le demonetization aussi de YouTube. Donc, il y a tout cet aspect de comment est-ce qu'on gagne sa vie en tant que journaliste. Et certains d'entre eux ont eu leur chaîne sur YouTube bloquée. Donc, ils se rabattent sur d'autres plateformes qui sont beaucoup moins consultées ou qui sont beaucoup plus faibles en termes de visibilité, comme Rockfin ou Rumble ou Odyssey. Mais c'est une situation qui est très difficile. J'ai deux petits signes d'espoir. D'abord, sur Reporters sans frontières, nous on prépare peut-être une enquête sur eux. Mais juste autre chose. Moi j'ai le sentiment que pour ce qui est de la France, je connais mal les pays étrangers, pour ce qui est de la France, il y a quand même une grande colère dans la population, et notamment quand il y a eu cette révolte fiscale, une révolte contre l'impôt de Macron pour les Gilets jaunes, puisque Macron avait supprimé l'impôt sur la fortune et alourdi la fiscalité sur le carburant. Vous avez des millions de gens en France qui n'arrivaient plus à boucler les fins de mois et qui se sont révoltés, notamment dans toutes les régions. Ce n'était pas une révolte parisienne comme mai 68, c'était vraiment toutes les régions de France qui étaient en colère. Et je pense que la direction de l'État et les puissants milliardaires ont eu très peur à ce moment-là. Et la façon dont les grands médias ont traité cette population, en les traitant soit d'extrême droite, soit de casseurs, soit en les réduisant à de la violence, alors que c'était juste un peuple en colère qui souffre, je pense que ça a beaucoup choqué des millions de gens et que les gens ont commencé à comprendre qu'il faut critiquer ces grands médias. Moi, je fais partie des gens ces derniers mois qui ont beaucoup poussé pour mettre en lumière l'influence de ces 7 ou 8 milliardaires qui rendent l'information malade en France. Donc, je pense quand même que c'est quelque chose qui avance dans les cerveaux et les gens sont en colère. Beaucoup de gens se méfient maintenant des grands médias. Donc ça, pour moi, c'est un immense succès parce que si la population arrête de travailler comme des moutons, on va avancer. Deuxième chose positive aussi, je pense que ces grands médias sont connus, c'est des grandes marques et plein de gens pensent qu'ils sont importants, y compris les politiques. France Inter, bon. Mais quand vous regardez, quand ces grands médias contrôlés par l'État ou par des milliardaires mettent des contenus sur Internet, regardez les scores qu'ils font. Ce n'est pas forcément des scores très élevés. Ouais. Parfois même, c'est des scores presque ridicules. C'est quelques milliers de vues. Bon. Et ils doivent être un peu déçus, ces grands médias, parce qu'ils se disent, mais on ne comprend pas. On va sur Internet et le peuple ne nous suit pas. Et moi, je vous donne un exemple. Nous, avec notre petit système sans un sou, avec 3 jeunes journalistes, on a fait un appel au peuple. En dehors du système, on fait la série Macron. Bon, certains épisodes, par exemple, Affaire Colère, le scandale qui menace Macron, a fait plus de 2 millions de vues chez nos confrères de Blast et encore 150 000 chez nous. Donc, 2 200 000 vues pour un documentaire. Il faut savoir que l'émission Complément d'enquête de France 2, par exemple, elle va faire 800 000 vues, 1 million de vues. Donc, nous, on a fait le double sans 1 euro d'argent de l'État, ni d'aucune subvention. Et donc, ça veut dire que la population, elle sait quand même assez bien reconnaître quand on lui fait des choses pas trop dérangeantes ou quand on fait de la vraie investigation. Donc ça, je pense que c'est quand même un signe d'espoir.
Nous, on a énormément de messages de gens qui nous ont dit « il faut continuer, ne lâchez rien, faites le travail ». Les gens, ils ne nous demandent pas d'être pour ou contre le président, d'être pour ou contre tel pays. Ils nous demandent juste de faire un travail indépendant et distancié. Et je suis d'accord avec vous que beaucoup de journalistes talentueux quittent les grands médias parce qu'ils dérangent ou parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent plus vraiment travailler. Mais quand même, avec les moyens modernes du numérique, je pense qu'on peut essayer de faire une jonction entre la population consciente qui veut de la vraie information et des journalistes capables de leur dire on va travailler de manière honnête, financez-nous. Et il faut que ça se passe en dehors des grands médias. Mais je pense que c'est possible de convaincre des millions de citoyens. Mais voilà, après, il ne faut pas trahir leur confiance. Si on leur dit on va faire de la bonne information, il faut faire de l'information objective et honnête. Mais je pense que les grandes marques sont parfois discréditées, les gens ne les suivent plus, et il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'une grande marque d'information, même si elle est soutenue, perfusée par un milliardaire qui la subventionne pour la maintenir à flot, pour faire croire qu'il a une influence sur les politiques, si plus personne ne regarde ce grand média, il s'effondre. Un journal qui n'a pas de lecteur n'a plus de publicité, n'a plus d'argent. Donc, il faut laisser ces grandes marques continuer à se discréditer et essayer de pousser à des nouvelles marques d'information. Le seul problème, c'est en plus, je pense que ce qui va accélérer la faillite du système, c'est que quand vous aviez un Macron qui, il y a encore 15-20 ans en France, avait quand même quelques marques d'information capables d'aller critiquer sa politique, je pense que les choses étaient un peu équilibrées. À partir du moment où il embarque avec lui 5, 6, 7 milliardaires qui vont prendre le contrôle de l'information pour le pousser dans sa carrière politique, pour le soutenir, le problème, c'est que Macron ne touche plus terre, il ne voit plus la réalité, il ne voit plus Jamal Khashoggi, il ne voit plus ce qui se passe au Yémen, et il est dans un espèce de truc où plus personne ne peut faire le travail de ce qu'on appelait en France le fou du roi, c'est-à-dire celui qui va dire au prince, là, tu vas trop loin. Plus personne ne le fait dans la presse, ou très très peu, un petit peu Mediapart, bon voilà. Et donc, les politiques vont toujours plus loin dans les injustices, toujours plus loin dans la folie, et les peuples s'en aperçoivent. Donc même dans l'intérêt de Macron, il ferait mieux d'avoir quelques vrais journalistes qui puissent lui dire sa vérité, parce que là, il va quitter la réalité, il va partir sur un tapis volant dans le ciel, et il ne va plus réaliser ce qui se passe sur le terrain, je pense. Frédéric, tu souhaites peut-être poser une question à M. Rivoire, et puis après toi, je donnerai la parole à M. Nabil Debadèche. Bonsoir. Moi, je voulais savoir, est-ce que les citoyens ont-ils une mesure de contrecarrer ce pouvoir oligarchique sur les médias et tout ça? Ont-ils quelque chose de concret pour pouvoir combattre tout cela? Alors, on est 65 millions. Si demain, on arrête d'acheter Paris Match et de regarder le journal de 20 heures et qu'on s'abonne à des médias indépendants, je peux vous dire qu'on va bouleverser le système. C'est juste, le problème, c'est que les citoyens n'en sont pas conscients. Mais comme dans beaucoup de choses, en fait, dans tous les pays, les citoyens ont du poids. Alors, il y a des pays, par exemple, ceux qui habitent au Yémen, je pense que c'est difficile parce qu'ils ont une armée sur le dos, ils sont dans une terrible souffrance, dans des famines, etc. Donc, c'est difficile pour des gens qui sont en situation de guerre. Mais dans des pays où on a des situations de paix, en tout cas sur le territoire français, on n'est pas dans une situation de guerre, si les citoyens demain décident de changer leur façon de consommer l'information, ils vont tout changer. Après, le problème, c'est qu'on subit le poids des habitudes. Les grands 20 heures sont très puissants. Les gens allument la messe du soir avec le journal télévisé. C'est difficile de lutter contre ça. Mais en fait, les citoyens sont puissants, mais ils ne le savent pas. Et vous, dans votre carrière, excuse-moi, dans votre carrière, jusqu'à quel point l'oligarchie a mis de la pression chez vous? Jusqu'à quel niveau? Vous en avez reçu beaucoup, énormément? Jusqu'à quel point, quoi, pardon? Jusqu'à quel niveau ils ont mis de la pression dans votre travail? Jusqu'à où peuvent-ils aller? Alors, moi, j'ai assez rapidement, j'ai travaillé un tout petit peu pour France 3 et France 2 au début, TF1, tout ça, mais très vite, je suis parti à l'agence CAPA, qui était fondée par Hervé Chabalier, qui était une agence indépendante, qui essayait de faire du reportage télévision dans le monde entier. Et assez rapidement, je suis parti travailler pour Canal+, parce que c'était une chaîne qui était financée à 80% par ses abonnés. Donc, on ne dépendait pas trop de l'État et de la redevance, et on ne dépendait pas trop des publicitaires. Et donc, entre 2000 et 2015, dans cette chaîne, on a pu faire pas mal de choses, mais on a quand même senti arriver la pression politique, par exemple, sous Jacques Chirac dans les années 2000. Je vous donne juste un exemple. Un jour, ça avait chauffé en Côte d'Ivoire très fortement en 2004, une armée française qui était présente sur place, des rebelles qui s'étaient mis en colère, le président Gbagbo, etc. Et dans une situation d'extrême tension en Côte d'Ivoire en 2004, j'ai un collègue qui se retrouve dans un hôtel à filmer des images incroyables d'hélicoptères français qui tirent sur la foule parce que la foule des Ivoiriens veut encercler la caserne française parce qu'ils soupçonnent la France de favoriser un coup d'État, ce qui est souvent arrivé en Afrique. Bref,
L'armée française va tirer. L'armée française pense qu'il n'y a pas de témoins. Les frontières vont être fermées aux journalistes. Et pendant quelques jours, il n'y a quasiment pas de journalistes. Notre confrère Stéphane Aumont est sur place et à un moment donné, les soldats français sont au pied de l'hôtel Ivoire. Il y a une foule qui se rassemble, une foule hostile, ça dure des heures et à la fin, il y a plusieurs dizaines de morts. Le gouvernement français, Michel Alliot-Marie, va dire on n'a pas tiré. Pendant des semaines, elle va dire on n'a pas tiré. Bon. Mon confrère Stéphane Aumont va ramener des images tournées par des Ivoiriens qui montrent qu'au bout d'un certain nombre d'heures, les soldats français ont abaissé les fusils, ils ont commencé à tirer sur la foule. Donc, ils ont tiré peut-être par autodéfense, mais enfin, ils tirent avec des armes de guerre sur des civils qui ne sont pas armés. Donc, il y a, je ne sais plus combien, 50 morts. Ça, par exemple, le pouvoir chiracien était très en colère contre ça. Il a fait des pressions sur la direction de Canal+, qui a empêché la rediffusion de ce sujet, qui était un sujet incontestable. Ce n'était pas une investigation discutable. On voyait des images des soldats français qui tirent. Bon, ben ça, par exemple, ça a beaucoup dérangé. Et il y a eu des fortes pressions des chiraciens dans cette année 2004. Et quelques mois plus tard, la direction de Canal+ a appelé mon patron, Paul Moreira, pour lui dire on va réorganiser l'émission. Alors mon patron, il a dit comment ça, réorganiser? Tu veux dire supprimer? Voilà, supprimer. Et donc en 2006, ils ont supprimé cette émission qui s'appelait 90 minutes. En plus, nous, on avait fait une enquête sur Sarkozy en 2004. Donc on avait dérangé la droite française. En 2006, à 1 an de la présidentielle, la direction de la chaîne, comme par hasard, va supprimer ce programme. Elle dit maintenant, on n'aura plus d'équipe en interne, on va délocaliser l'investigation, c'est-à-dire on va la sous-traiter à des boîtes extérieures et on va dégager les mecs qui en interne nous dérangeaient. C'est-à-dire qu'il y avait une dizaine de journalistes dans cette émission 90 minutes qui faisaient ces enquêtes assez indépendantes, qui ont dérangé le pouvoir politique. La direction de la chaîne nous a convoqués, elle a dit, il y a certaines enquêtes, je vais les censurer. On a protesté, on a obtenu qu'elle soit diffusée, mais quelques mois après, ils ont dit, c'est pas grave, on va supprimer votre émission. Et après, ils ont fait spéciale investigation, ils achetaient des sujets à l'extérieur. C'était plus facile pour la direction parce qu'ils pouvaient, quand un projet était proposé, la direction pouvait dire, non, ça ne nous intéresse pas. Mais ils n'avaient pas à l'intérieur de la chaîne des gens qui allaient fronder contre la censure. Vous voyez, donc ces pressions sont constantes des politiques. Les directions de chaîne ne peuvent pas être en mauvais termes avec le pouvoir politique en France, donc elles vont céder progressivement. C'est pour ça que moi, je pense que la seule issue, c'est de sortir de ces systèmes et de dire au peuple la vérité, c'est-à-dire arrêter de mettre de mettre un sou dans la machine. Il faut maintenant vraiment privilégier vraiment des médias qui sont financés par leurs lecteurs. Voilà, ça veut dire ce n'est pas forcément des médias parfaits, ce n'est pas forcément des médias qui vont être bons ou qui vont dire toujours la vérité, mais au moins, comme dit Mediapart, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Le média ne doit pas être corruptible ni par un actionnaire, ni par un pouvoir politique. Monsieur Nabil Babesh. Pour moi, je considère l'information, comme le sait tout le monde, une arme qui fait beaucoup mal. Et qu'elle ne pourra jamais être libre. Elle sera toujours censurée par les pouvoirs politiques ou par les milliardaires. À mon avis, il est utopique de croire qu'il y aura une information crédible, neutre, qui essaye de transmettre la vérité aux citoyens. Ça peut exister dans les livres ou dans les rêves. Mais dans la réalité, il y a toujours une désinformation, une information qui est censurée, une information selon une deuxième ou troisième version. C'est ça qui passe par les médias. C'est vrai, j'avoue que la mission de journaliste, de reporter, est une mission très, très difficile. Je me rappelle la peste noire en Algérie, il y avait plus d'une centaine de journalistes qui ont quitté le pays parce qu'ils ne pouvaient rien dire, rien écrire selon leur conviction. Et il y a un deuxième problème. Je pense que le journaliste ou le reporter, ce n'est pas un robot, c'est un être humain qui a des convictions, qui porte une idéologie, qui a un message. C'est-à-dire, lorsque nous écoutons un journaliste parler d'une cause, que ce soit en Syrie, en Russie ou en France, ou peu importe, il ne faut pas s'attendre qu'il va nous dire toute la vérité. Il va nous dire ce que lui pense de cette vérité. Son interprétation des faits, ça c'est très important. C'est-à-dire, le citoyen ne doit pas être là devant la télé et attendre que ce monsieur, le journaliste, va lui dire toute la vérité. Ça c'est utopique. C'est jamais le cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être une petite réaction, Monsieur Rivoire, ou je prendrai la dernière question parce qu'on arrive
au terme de cette conférence en ligne. Nabil aussi, qui voulait interagir avec vous. Et comme ça. Oui, d'accord. Merci, bonsoir. Rebonsoir, pardon, ça va être très rapide. En fait, on peut, on va dire, comprendre l'intérêt des milliardaires pour faire du business et manipuler les médias. On le comprend, on l'accepte pas et c'est pas normal. Mais par contre, on peut aussi entendre que les médias ont des lignes éditoriales, donc qui ont des positions sur tel ou tel sujet. Cela dit, quel est l'intérêt des milliardaires à mettre de la pression sur les médias sur des questions raciales, des questions religieuses, des questions de société? Pourquoi quel est l'intérêt d'un milliardaire, par exemple, de mettre en exergue, on va dire, un monde manichéen lors des manifestations qu'il y a eu contre le mariage homosexuel en France? Pourquoi quel est l'intérêt d'un milliardaire qu'un homme condamné à de multiples reprises pour des faits de racisme soit sponsorisé pour être comment dire, candidat à des élections présidentielles. Quel est l'intérêt de ces milliardaires d'interagir et d'intégrer et de faire on va dire, de l'ingérence dans des domaines qui ne sont pas du tout les leurs du business, ceux de la société, de la civilisation et de la liberté de libre conscience, d'après vous? J'ai mon idée, tout le monde a son idée, mais la vôtre. Je vais vous donner deux exemples. Parce que moi, j'ai été témoin d'assez près de 2 fois où un milliardaire a utilisé, à mon avis, les médias pour des raisons très intéressantes. Je suis désolé, hein, c'est celui avec qui j'ai été en conflit pendant 5 ans. Il m'a mis 5 ans dans un placard. Il s'appelle Vincent Bolloré. Mais je vais vous raconter, c'est intéressant. Quand Vincent Bolloré arrive à la tête de Canal+, on est en 2015. Tout le monde croit que ça s'est passé en 2015. Mais en fait, ça date d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Sarkozy était président en 2007, il est resté 5 ans. Il y avait une télévision un peu impertinente, plutôt à gauche, qui se moquait un peu de lui avec les guignols de l'info, qui s'appelait Canal+. Sarkozy, président, a passé des années à taper des pieds de colère, de rage, pour demander à la direction de virer l'investigation, de virer les guignols, de virer le zapping. Il était dérangé par cette télévision parce qu'elle ne faisait même pas un travail toujours très critique, très construit, mais des fois, juste, elle se moquait de lui. Il ne supportait pas qu'on se moque de lui. Bon. Donc, il a fait des pressions invraisemblables sur la direction de Vivendi, etc. Et l'actionnaire à l'époque qui contrôlait Canal+, s'appelait Jean-René Fourtou, c'était un Chiracien. Et il disait, Nicolas, c'est formidable le travail que vous faites à la tête de la France. Mais Nicolas lui disait, oui, mais vos clowns, ils se moquent de moi. Et l'autre, il disait, mais j'arrive pas à les contrôler parce que si je supprime les guignols de l'info, il va y avoir une révolution. Donc, il n'y arrivait pas. Qu'est-ce qu'il a fait un jour en 2011? Il a dit, j'ai trouvé la solution, je vais faire venir Vincent Bolloré parce que lui, il est très dur et il va contrôler le système. Donc, Vincent Bolloré a vendu ses 2 chaînes gratuites à Canal, il est monté au capital de Vivendi et progressivement, discrètement, dans le plus grand secret, entre 2011 et 2015, il est devenu le premier actionnaire de Vivendi. Pourquoi il a fait ça, Vincent Bolloré? Parce qu'il voulait aider son ami Sarkozy, à qui il avait prêté son bateau en 2007, à recommencer à être candidat pour la présidentielle en France en 2017. À l'époque, en 2015, Sarkozy voulait redevenir président. Et il n'est tombé, si vous vous souvenez, qu'en 2016, parce que la droite a préféré François Fillon. Mais normalement, Sarkozy devait revenir. Et je pense que Bolloré a pris le contrôle de Canal+, tué les guignols de l'information, embêté l'investigation, dégagé le zapping pour dégager la route de son ami Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que si Nicolas Sarkozy reprend le pouvoir en France en 2017, il va aider le business de son ami Vincent Bolloré. Tout se passe comme ça. L'histoire a fait que ça s'est passé autrement, Sarkozy est tombé, et donc Bolloré s'est mis quelque part au service de Macron à l'époque. Mais voilà, et après, sur pourquoi ils font ça, moi je pense qu'il y a une idée très importante sur pourquoi notamment celui-là, mais il n'est pas le seul, il y a aussi Arnaud Lagardère, Bernard Arnault, pourquoi ils ont poussé finalement les Français à se diviser. Parce que moi je pense que le soutien à Zemmour, au fond, c'est une stratégie pour pousser l'extrême droite à se révolter contre la gauche, en gros, et contre les musulmans, je fais court. Hein. Bon, donc, de pousser sur des failles qui existent dans la société française. Zemmour n'a pas inventé l'islam, l'islamophobie, le Front National, etc. Il y a une partie des Français qui ont peur de l'islam et il y a une partie des Français d'origine musulmane qui veulent pouvoir vivre dans leur tradition sans être méprisés. Bon. Donc, ce risque de tension en France existe. Mais Bolloré va pousser à ces tensions. Pourquoi? Moi, je pense que la révolte de 2018 a mis dans la rue en France et l'extrême droite et l'extrême gauche et les pauvres et plein de gens, des millions de gens, qui ont dit à ce pouvoir dominateur,
vous êtes trop puissant, vous nous mettez dans une situation de misère, vos milliardaires qui contrôlent la presse se moquent du monde, etc. Donc il y a eu une révolte très forte. Les magasins de luxe ont été attaqués, les voitures de luxe ont été attaquées à Paris, le pouvoir a été encerclé, les gens sont arrivés jusqu'à l'Élysée. Et donc, les gens qui dominent ce système et qui profitent de ce système, les grands industriels, les grands milliardaires, les grands possesseurs des médias et le gouvernement, ils ont eu peur. Parce que si vous avez des millions de gens à la base qui vont se révolter contre le sommet risque de tomber. Et donc, je pense qu'à partir de novembre 2018, il est devenu très urgent pour ces puissantes personnes de fractionner la population, diviser pour régner. C'est toujours la même stratégie. Et comment a toujours fait la droite quand elle a voulu maintenir les intérêts des affaires, la domination sur les pauvres, etc. Elle a toujours monté les petits blancs contre les musulmans ou les musulmans contre les petits blancs. C'est toujours la même stratégie. Mais moi, je pense qu'il est vital pour ces grands milliardaires de faire s'opposer les Français. C'est pour ça que plein de médias vont vous parler du Burkini pendant des semaines et des semaines et des semaines. Je crois que le Conseil d'État récemment a décidé que le Burkini était un maillot de bain qui était, je ne sais plus si c'est trop près du corps des musulmanes ou trop loin du corps des musulmanes, mais il y a un problème majeur en France avec ce Burkini, ce petit bout de tissu qui n'est pas assez près ou pas assez bien dans le corps. Et le Conseil d'État s'occupe de ça. Et ces grands médias vont vous parler du Burkini pendant des semaines. Bon, moi, ma grand-mère, elle avait un maillot de bain qui n'était pas un string, parce qu'on était en 1920, et quand elle rentrait dans une église, elle mettait un foulard, ma grand-mère, elle était chrétienne. Bon, ce n'était pas un scandale à l'époque, hein. Il y avait une question de pudeur, c'est-à-dire on mettait un foulard pour entrer dans une église, et elle ne se promenait pas en string, ma grand-mère. Elle a le droit de ne pas se promener en string. Si elle veut cacher ses fesses, elle a le droit. Moi, je ne vois pas de quel droit l'État va décider qui doit montrer son corps, pas son corps. Si, en France, il y a une règle, c'est que la pudeur fait que tu ne peux pas montrer ton sexe. En gros, c'est ça. Tu ne peux pas montrer ton sexe dans la rue parce qu'il y a des gens que ça va choquer. Ça, c'est la règle, tout le monde est d'accord. Après, de savoir si tu montres ta cuisse, la moitié de ta cuisse, ton mollet ou le quart de ta fesse, franchement, je pense que les gens ont le droit d'avoir de la pudeur. Je ne comprends pas ce débat. Or, il est tout le temps monté en épingle parce que ça énerve. C'est comme un chiffon rouge devant un taureau. Vous allez énerver une partie des Français en disant les musulmanes peuvent s'habiller comme elles veulent et vous allez donc créer des conflits qui vont être montés en épingle en permanence. Et pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas du bras droit du président qui mélange les conflits d'intérêts au sommet de l'État pour favoriser MSC, la compagnie italo-suisse-israélienne de son cousin. Vous n'allez pas travailler sur le patrimoine du président. Moi, je pense que le président Macron a menti sur son patrimoine, par exemple. Bon, personne n'ose s'y intéresser, etc. Donc, vous êtes sur des faux sujets. Mais ça permet de diviser les gens. Et pendant ce temps-là, les Français se disputent et personne ne conteste le pouvoir. Donc, je pense que c'est ça, au fond, le but de ces milliardaires. C'est d'éviter qu'une coalition à la base se forme pour renverser ce système dont ils profitent. Merci. Merci, notre cher ami Jean-Baptiste Rivoire. Ça a été un honneur de vous recevoir aujourd'hui. J'aimerais bien rappeler que nous aurons l'occasion et l'honneur de vous recevoir en présentiel à Genève, à l'Université de Genève, le 15 septembre, avec Olivier Roy, avec Saïd Bouhamem, François Burga. J'aimerais bien renouveler mes remerciements, mes sentiments de reconnaissance pour l'acceptation de l'invitation. J'aimerais bien remercier notre référent scientifique, Boumedine Ben Yahya, directeur de l'Institut Kalima.com, le secrétaire de l'AFICA Genève, tout le monde, merci infiniment et à la prochaine visioconférence. Je voulais, si vous permettez, docteur Dari, juste rappeler, c'est très important aussi de le rappeler pour Monsieur Rivoire, un ouvrage qui est très important, un ouvrage d'enquête implacable, si vous me permettez la qualification, l'Élysée, les oligarques contre l'info qu'il faudrait lire et puis bien sûr le site Off Investigation qui relaie, qui offre des enquêtes exceptionnelles. Voilà, merci infiniment, Monsieur Rivoire. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup, c'était très intéressant, merci. Merci beaucoup.